Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle, Frank Magic. Ouais, la vache. Mauvais travail. Ça éclabousse. Encore plus d'importance. Frank et moi. Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail. Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sort de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail, épisode 46. Je suis Michel Tuttle et aujourd'hui, je suis seul. Alors, pas d'inquiétude, avec Frank Magic, on ne s'est pas embrouillé, mais il est en plein stage et comme il fait ça sous le sceau du secret, je ne peux vous en dire plus. Il revient bientôt, c'est promis. Comme vous le savez, nous ne sommes ni sponsorisés, ni rémunérés, alors je me dois d'optimiser le matériel hors de prix des mauvais studios, et comme quelques histoires prennent la poussière au fond de nos tiroirs, je me suis dit que c'était le moment de vous en raconter une. À la fin de cet épisode, je vous en dirai plus sur l'auteur et sur le contexte de cette histoire que j'ai un petit peu adaptée pour Mauvais Travail, histoire qui est bien souvent appelée « Les messages de Dodlestone ». Nous sommes en 1984 sur la propriété Meadow Cottage, chalet dans la prairie, dans le village de Dodlestone, pas loin de Chester, dans le Royaume-Uni. À Dodlestone se trouve une petite maison dans laquelle vivent Ken Webster, professeur d'économie, et sa petite amie Debbie Hawkes. Les trois colocs décident de rénover l'habitation. Celle-ci se compose de 2 étages dont le deuxième, en partant du bas, est occupé par le couple et Nicolas Baguelet, une amie d'université de Ken qui, en galère, les rejoint pour vivre avec eux et aider à rénover la maison. Avec elle vit un chat, Larry. Bon, il n'aura pas un rôle prépondérant, mais il a le mérite d'exister. En cet automne britannique de 1984, se passent des choses curieuses. Tout commence dans la cuisine. C'est Nicolas, leur colocataire, qui fait la première découverte. Sur le mur, qui sépare la cuisine de la salle de bain, elle constate des traces de pieds. Interloquée, elle se demande si quelqu'un, en défiant la gravité, a pu marcher sur ce mur. Elle appelle Ken et lui montre les empreintes improbables. Ken observe les marques et doit bien admettre que ça ressemble à quelqu'un qui aurait effectivement marché sur le mur. Normal. Il pense à un prank, mais tout de même, ça ne les rassure pas. Ah oui, petit détail, les pieds, et c'est pas banal, possèdent 6 orteils. Bon, ils apprécient moyennement cette exposition de street art ou house art, vous appelez ça comme vous voulez. Alors ils sortent le pot de peinture et passent un coup de ripolin sur les traces et hop, plus rien, plus de traces, plus de prank. La journée passe, la nuit aussi, et alors qu'il va se servir son thé du matin, qu'il se prépare pour une séance de peinture, Ken s'arrête net. Il reste bouche bée. Visiblement, leur mystérieux street artiste, tel Banksy, préfère travailler de nuit car une nouvelle série de pas de la même facture est visible une nouvelle fois sur le mur de la cuisine, mais orientée différemment. Ken décide sans attendre de repasser un coup de peinture. Autant la première fois l'histoire le fait sourire, autant là il est mal à l'aise. Le lendemain, au petit matin, en allant dans la cuisine, la boule au ventre, celui-ci se met à observer le mur et cette fois rien. Le wall walker, alias le marcheur sur mur, depuis ne se manifestera pas. Cool, mais ça n'empêche que nos colocataires restent assez effrayés par cette histoire absurde. Alors certes, les traces de Yep, c'est l'histoire ancienne, mais d'autres choses curieuses continuent de se produire. Quelques jours plus tard, Debbie retrouve une dizaine de boîtes de pâté pour chat empilées parfaitement en forme de pyramide. Oui, et inutile d'accuser le chat car... Je le rappelle, pour ceux qui n'écoutent jamais Mauvais Travail, mais les chats n'ont pas de pouces opposables et c'est une différence fondamentale entre nous et les félins. La conséquence, et tant mieux pour nous, est de les rendre incapables de tenir quelque chose dans leur patoune ou d'ouvrir des portes. Oh non, ferme donc cette porte là, j'enregistre, s'il te plaît, merci. Merci, voilà. Non mais avec lui, vous inquiétez pas, il ouvre la porte grâce à une queue excessivement musclée, possède la force d'un boa constrictor, ce qui lui permet d'ouvrir des trucs, d'étrangler sa victime avant de l'avaler et de la digérer pour enfin arracher ses os.
Les colocs constatent également plus tard des boîtes de sucre, de papier absorbant et autres paquets édifiés en espèce de tour un peu château branlant. Comme le disait Nietzsche, ça fait beaucoup là, non ? Les colocataires suspectent dans un premier temps des potes musiciens qui, de temps en temps, viennent squatter une partie de la maison pour des répétitions. Mais rapidement, cette piste est vite évacuée pour cause de « je ne vois pas quel serait l'intérêt du groupe de faire ce genre de blague ». Debbie, Ken et Nicolas décident alors, sans trop se concerter, de boucler la scène de crime tous les soirs avant de se coucher, ce qui implique de garder les fenêtres fermées et de vérifier un à un tous les verrous avant d'aller dormir. Alors vous l'imaginez bien, ce genre de rituel eut pour conséquence de créer pas mal de tocs dans leur petite coloc. Ainsi, ils deviennent quelque peu parano, se mettent à entendre des trucs, genre des craquements qui peuvent facilement s'expliquer par le bois qui travaille. Certaines fois, Ken pense voir des ombres inhabituelles, mais ça aussi, ça ne prouve pas qu'il se passe quelque chose de paranormal. A few moments later, Ken revient à la maison avec un ordinateur emprunté à l'école dans laquelle il enseigne pour le prêter à Nicolas qui vient de lâcher son poste de prof d'anglais. Elle souhaite rejoindre un cabaret alternatif et doit écrire des sketchs, d'où l'ordinateur. Il s'agit d'un BBC Microcomputer System, BBC Micro pour les intimes. Cette prouesse technologique a été développée et fabriquée par Acorn Computers au début des années 80 dans le cadre du projet d'alphabétisation informatique de la BBC. Il connaît son petit succès dans les années 80, notamment grâce à plusieurs émissions éducatives diffusées sur la BBC. C'est un peu le... Alors, je disais que cet ordi, c'était un peu le Rick Astley des ordinateurs. Ouais, c'était pour toi, Romain. Tu t'es fait enfin rickroller. Ouais, je t'avais dit que ce moment arriverait. Concernant l'ordinateur, visuellement, imaginez-vous un genre de machine à écrire équipée d'un écran cathodique qui diffuse des caractères verts sur fond noir. C'est Matrix. Sur la bête, il est quand même possible de créer des jeux vidéo, des programmes de calcul, des dessins, des animations et autres. Bon. On n'est pas non plus sur du Pixar, mais quand même, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, en voici une pub diffusée à l'époque sur la télévision britannique. L'écolier moyen n'a pas changé, mais l'école, elle oui. L'ordinateur arrive dans les écoles grâce à un programme gouvernemental. La Grande-Bretagne introduit des micro-ordinateurs dans les écoles, et un en particulier fabriqué par Acorn. Cet ordinateur utilise le langage BBC Basic, devenu le langage de référence pour les écoles. Les parents peuvent désormais se familiariser avec l'informatique. Acorn a également produit un micro-ordinateur pour la maison, l'Electron, qui lui aussi utilise BBC Basic. Puissant et polyvalent, il ne coûte que 199 livres sterling. Vos enfants peuvent donc maintenant vous apprendre tout ce qu'ils savent. L'Acorn Electron est disponible dans tous les magasins WH Smith ou chez votre revendeur Acorn. Appelez le 208 pour retrouver le revendeur le plus proche. Revenons-en à la coloc. Nos trois amis, ce soir-là, se motivent histoire d'aller boire quelques bières dans le pub du coin, souvent identifié comme le Red Lion. Si vous voulez le tester, sachez qu'il existe encore, qu'il fait restaurant et que la carte est très fournie à base de pizza, salade, burger et tutti quanti. Il y a même un menu enfant pour Frankie, mais reprenons l'histoire. L'ordinateur, lui, reste sagement dans la cuisine. La petite troupe se rend donc au pub. 2 heures plus tard, à leur retour, Ken se met devant l'ordinateur, toujours allumé. Il remarque que, bizarrement, un fichier texte qui, il en est certain, n'était pas là auparavant, est maintenant bel et bien présent. Naturellement, il clique sur le fichier intitulé Re8 et peut voir un texte aux majuscules aléatoirement placé. Ken, Deb, Nick. Quelle étrange parole tu dis, même si je concède que j'ai été mal éduqué. Tu es un homme bon, qui a une femme fantasque qui habite dans ma maison. C'est un endroit approprié avec des lumières fabriquées par le diable et des choses coûteuses que seul mon ami Edmund Grey peut s'offrir ou le roi lui-même. LW. Ken, Deb et Nick, ce sont les noms des 3 habitants de la maison pour ceux qui ne suivraient pas au fond. Alors ça, c'est un extrait, mais le reste est du même tonneau et autant vous dire que là, le Ken frissonne sévèrement. Petite précision, pour rappel,
On est en 84, il n'y a pas Internet, du moins pas celui d'aujourd'hui, accessible au grand public, donc techniquement personne n'a pu faire ça à distance. Autre précision également concernant le nom du fichier Re8. Ce détail, Ken ne l'aurait compris qu'a posteriori après s'être longuement creusé la tête. En fait, l'écran du menu propose plusieurs options. Create, créer, View, afficher, Format, réviser et Index, indexer. Si l'on souhaite créer un nouveau fichier, il suffit d'appuyer sur la touche C. L'ordinateur ouvre alors instantanément un document vierge et comme le C a été utilisé comme raccourci clavier, les lettres restantes affichées à l'écran forment le mot Re8 et non Create. Pour en revenir au message lui-même, ma traduction ne rend pas vraiment justice au langage de la personne, mais le style du locuteur évoque une sorte de vieil anglais. Plus tard, sur le même ordi, un nouveau message, toujours dans ce même anglais archaïque. Les travaux ont été quelque peu perturbants car ils m'ont souvent dérangé dans mon sommeil. C'était un grand crime de souiller ma maison. LW. Bon, apparemment on ne peut plus acheter une maison et faire des travaux sans se faire enquiquiner, et la personne derrière tout cela semble bien possessive. Ma maison. Et c'est qui ce LW? Et puis, il est où lui? Ou plutôt, il est quand lui? Ken réussit à imprimer le message et l'apporte à l'école où il enseigne afin de le montrer à ses collègues, ce qui a pour effet de bien les faire gaulerie, du verbe gaulerir, un verbe que vous ne connaissez pas forcément parce que ça vient des années 80. Un de ses collègues, Peter Trinder, lui confirme que le texte est bien écrit en vieil anglais. Se sentant challengé, il demande si Ken peut lui obtenir d'autres messages afin d'y trouver des éléments permettant d'identifier, par exemple, l'époque exacte à laquelle correspond ce langage. Ken lui dit qu'effectivement, il peut essayer de faire parler son nouveau copain puisque s'il peut recevoir des messages, il peut éventuellement en envoyer. Et oui, les bases de la communication, quoi. Émetteur, récepteur et message. Et puis, secrètement, comme il est convaincu de se faire pranker, il se dit qu'il pourra trouver des éléments pour confondre notre petit plaisantin au ramage d'un ancien temps, un temps que les moins de 500 ans ne peuvent pas connaître. Et là, ouais, j'en ai trop fait, pardon. De retour chez lui, il allume l'ordi, s'installe devant l'écran et commence à taper. Non, calmez-vous. À pianoter, pas à taper. Merci. Cher LW, merci pour les messages. Nous sommes désolés de vous déranger. Que souhaitez-vous que nous fassions? Habitiez-vous une maison sur ce terrain vers 1620? Voulez-vous plus de détails sur notre époque? Et qui est Edmund Grey? Avez-vous de la famille? Quand vous parlez du roi, il s'agit de James ou de Charles? Ce petit village, s'appelait-il Doodlestone dans votre vie? Merci beaucoup pour vos messages et merci de ne pas nous avoir fait peur. Ken et Debbie. Quelques heures plus tard, ils obtiennent une réponse. C'était une petite ferme en chêne et en pierre. Il est utile que vous me parliez de votre époque. Tu as un cheval? Edmund Grey, frère de John Grey, vit à Kernerton Hall. Ton roi est bien sûr Henri VIII, qui a 46 ans. Je sais ce qu'il en est du roi James. LW. Le 28 mars 1521. Alors, petit fact-checking, je sais que c'est plus trop à la mode, mais LW, les calculs ne sont pas bons. Et oui, en 1521, Henri VIII n'avait que 30 ans, pas 46. Selon Peter Trinder, les éléments historiques sont eux aussi inexacts. De plus, John Grey, l'homme mentionné dans le message, n'a soit jamais existé, soit n'a laissé aucune trace. Alors pas qu'il n'existe aucun John Grey, mais le rapprochement n'a pas été possible pour être catégorique sur ce John Grey. Quant à Kinnerton Hall, sa construction remonterait à environ 200 ans après 1521. LW en fait, c'est peut-être Laurent Dutch. Autre détail qui intrigue Peter, les points d'interrogation placés entre parenthèses dans les messages. Cette forme de ponctuation indique une incertitude ou un doute, mais elle est totalement anachronique pour l'époque où est censé vivre l'auteur du message. Plus tard, Ken rallume l'ordi pour voir si de nouvelles missives électroniques sont arrivées et... bingo! LW donne de ses news, mais cette fois, il signe Lucas Weinman. Dans ce message, il s'épanche sur les pertes successives de sa femme, son fils et son job. La faute à cette fichue peste, une accumulation d'épreuves qui aurait de quoi faire péter les plombs. Bon, là, prenez le temps de la digérer, celle-ci, elle est un petit peu technique. Il donne également quelques détails sur son quotidien. Il raconte comment il brasse sa bière, fabrique son fromage et décrit sa maison faite de pierres rouges. Les colocataires en concluent que l'homme ne parle pas de leur maison actuelle puisque celle-ci n'est pas construite dans ce matériau. En creusant leur terrain, ils découvrent néanmoins que des fondations en grès rouge sont bien présentes.
Voilà qui n'est pas pour rassurer Ken qui croit encore un peu à ce moment-là à un canular. Mais ce détail est troublant. Il suggère que l'interlocuteur pranker connaît parfaitement les lieux et aurait donc pu s'y introduire. Bon, au moins, Ken a réussi à faire parler Lucas et transmet les infos concernant son identité à Peter Trinder afin qu'il fasse ses propres recherches. Peter conclut une nouvelle fois que la façon de s'exprimer de Lucas n'est toujours pas cohérente avec l'époque évoquée dans les premiers messages. Au fil de la conve, les incohérences historiques sont également présentes, notamment lorsque Lucas évoque sa reine Catherine Parr. Or, cette dernière se mariera avec Henri VIII en 1543, faisant d'elle la 6e et dernière épouse de ce dernier. Elle n'est donc pas reine en 1521, puisque c'est Catherine d'Aragon, première femme d'Henri, qui règne à ses côtés depuis 1509. Si Ken en sait désormais davantage sur les origines de Lucas, Lucas, lui, ignore toujours d'où et surtout de quand Ken lui écrit. Ken finit par le lui révéler, ce qui relance aussitôt la conversation. Vous aviez dit que vous étiez en 1985. Moi, je pensais que vous étiez en 2109 comme votre ami. Et là, les réponses mettent beaucoup moins de temps à arriver, à croire que la fibre avait déjà pointé le bout de son nez. En tout cas, les messages s'enchaînent plus rapidement. Ils sont plus précis. Et Ken commence à croire sérieusement à cette histoire sans queue ni tête. Mais alors, d'où sort cette année 2109 ? Si Lucas correspond bel et bien avec quelqu'un vivant à cette époque, Ken se dit qu'il va lui aussi tenter sa chance en lançant une bouteille à la mer. 2109 ? Me recevez-vous ? Quelques minutes plus tard. Ken, Deb, Peter. Nous sommes désolés de ne pouvoir vous donner que deux choix. Premièrement, soit vous vous faites expliquer votre situation de telle manière que vous compreniez instantanément ce qui ne devrait pas arriver, ou, deuxièmement, soit vous essayez de comprendre que vous avez tous les trois un but qui, de votre vivant, changera la face de l'histoire. Nous, les 2109, ne devons pas influencer directement vos pensées, mais vous donner une sorte de guide qui devra laisser de la place à votre propre destin. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous faisons tous partie du même Dieu, quel qu'il soit. 2109. Après ce classique « faites vos propres recherches » un peu cryptique, Ken peut en déduire qu'il a ouvert ou du moins accès à un portail vers le passé et vers le futur. Il n'y a pas à dire, il est fort le Gus. Bon, récapitulons 2 secondes parce que là, même moi, je commence à avoir besoin d'un tableau blanc. Alors, pour résumer. Ken parle avec un gars du XVIe siècle, le gars du XVIe siècle parle avec des gens de 2109, les gens de 2109 parlent aussi avec Ken. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, il faut détruire l'anneau, je suis ton père, c'est pas ma guerre, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, voilà, c'est bon. On y est, je ne comprends plus rien à cette histoire. Bon, par contre, j'espère que vous, ça va, c'est bon, on peut continuer. Oui, merci. Alors plutôt, je vous parlais de manifestations cheloues qu'on appelle communément dans le monde du paranormal des poltergeists. Un mot issu de l'allemand poltern qui signifie faire du bruit et geist, esprit. En gros, des phénomènes qui consistent à foutre le bazar dans votre appartement en faisant des bruits en tout genre et en déplaçant des objets sans jamais faire le ménage derrière. Eh bien, ça ne s'arrête pas là. Et ça aurait rendu le grand JD fou de joie. Des bruits continuent de se faire entendre et des déplacements d'objets sont constatés. Les colocs ont même la joie de découvrir des inscriptions à la craie dans la maison, notamment le nom de Lucas, et de vivre de charmants moments comme aller aux toilettes et ressentir d'un seul coup un froid glacial. Et promis, rien à voir avec une gastro de l'espace. Pour Debbie, c'en est trop. En parallèle de la rénovation de cette charmante maison hantée, elle décide d'en louer une autre, juste à côté, histoire de pouvoir se reposer un peu de tout ce bazar. Au début, on évoquait Nicolas, la coloc venue prendre part à l'aventure. Peu de temps après le début des manifestations paranormales, elle décide de quitter la maison. Ouais, on ne va pas lui jeter la pierre, en grès rouge. Bah déjà parce que j'habite à Paris, que j'ai pas ce genre de truc sous la main. Et ensuite parce que on ne jette pas de pierre sur les gens, enfin, sauf s'ils sont orange et président des États-Unis, évidemment. Debbie, elle aussi, commence à sérieusement se poser des questions. Elle décide donc de faire des recherches de son côté. En étudiant une carte de la région, elle découvre qu'une ley line passe à proximité. Une ley line, pour ceux qui n'auraient pas écouté notre trilogie sur le groupe KLF, est un alignement entre plusieurs sites ou structures supposément capables de capter et de canaliser une certaine forme d'énergie. Stonehenge ou Chichen Itza, par exemple, auraient été édifiés sur des ley lines. Une fois cette info en poche, Deb commence assez étrangement à faire des nuits agitées à base de visions et d'interactions avec Lucas qui semble vouloir communiquer davantage.
Bon, apparemment, en gros harceleur qu'il est, les conversations via le WhatsApp version 1985, eh bien, ça ne lui suffit pas. La pression montant légèrement pour nos tourtereaux, il décide de faire appel à la Society for Psychical Research, la société de recherche psychique. En gros, des chasseurs de fantômes. La SPR, c'est comme ça qu'on va les appeler désormais, envoie donc ses 2 meilleurs experts à Doodlestone afin de débunker toute cette histoire, ou au contraire, de prouver qu'elle est vraie. Une fois sur place, David et John, nos 2 chercheurs, mettent au point une expérience. Leur idée ? Soumettre la mystérieuse personne de 2109 à une série de questions sans communiquer le moindre détail à Ken et Deb, qui seront d'ailleurs isolés afin de ne pas biaiser l'expérience. Les 2 experts lancent leur quiz et, quelques jours plus tard, David. John, vous interférez avec la communication. La prochaine fois que vous ferez les malins avec votre petite expérience, vous devrez être transparent avec nous. Oui. Nous sommes ce que vous appelleriez un univers taquillon, mais votre compréhension est incorrecte. Nous ne vous demandons rien de plus que de continuer comme bon vous chante. Non. Cela ne nous concerne pas que ce ne soit pas prouvé. Nous vous donnerons un tracé d'une étoile la prochaine fois. Nous nous déplaçons à une vitesse telle que nous couvrons chaque point de votre temps et de votre univers. Nous n'avons aucune forme. Nous nous nourrissons d'une énergie thermique dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. 2109. Petite précision. Quand là, ou plutôt les personnes de 2109 se taxent elles-mêmes d'univers taquillon, n'y voyez pas une auto-insulte. Un taquillon n'est pas un papillon mal prononcé, mais une particule hypothétique, donc jamais observée qui se déplacerait à une vitesse de ouf Supérieure à celle de la lumière. Et lorsqu'il parle d'univers taquillon, cela signifie que la personne de 2109 n'est pas seule, mais une sorte d'intelligence collective omnisciente capable de voyager plus vite que la lumière. Voilà. À partir de maintenant, je ne parlerai donc plus de la personne de 2109, mais dès 2109, si vous me le permettez. Et je me permets également de jeter un Doliprane dans le grand verre d'eau qui se trouve juste devant vous, parce que, effectivement, là, ça commence à devenir costaud. Revenons-en à l'expérience. Après leur quiz, David, l'un des 2 experts, informe Ken et Debbie que toutes les questions ont été traitées par les 2109 et dans le bon ordre. Pour Ken, c'est une preuve supplémentaire qu'il ne s'agit pas d'un canular. Et franchement, sur le coup, je ne comprenais pas bien pourquoi ça en ferait plus ou moins un canular. Puis, j'ai essayé de me mettre à sa place et son raisonnement est sans doute le suivant. Si ni lui ni Debbie ne connaissent les questions, alors ce n'est pas lui qui peut écrire les réponses. Ni un pote d'ailleurs qui pourrait les improviser. Il y aurait donc bien une source extérieure qui intervient. Les experts, eux, restent dubitatifs et souhaitent éliminer toutes les explications possibles. David avance alors une hypothèse. Des micros auraient pu être cachés dans la maison. Bon, en même temps, les questions n'ont pas été posées à voix haute, alors je sais pas moi, peut-être que quelqu'un a réussi à capter les bruits du clavier et que Ken maîtrise le langage des touches d'ordinateur, je sais pas moi, il y a peut-être ça sur Duolingo, non ? Il y a bien du clinquement. Michel, toi, apparemment, tu parles le langage de la connerie. Oui, bon, c'est un peu capillotracté, mais quand on enquête, il faut tout envisager. Nos 2 agents, manifestement peu convaincus, malgré l'insistance de Ken, décident finalement de quitter la maison, de repartir de Doodlestone et de rédiger leur rapport pour la maison mère des enquêteurs psychiques. Ken, lui, est de plus en plus persuadé qu'il communique avec des personnes du passé et du futur. Il invite alors un collègue de travail afin de lui montrer les messages et là, patatras, un nouveau message est arrivé sur l'ordinateur. Mais cette fois, il n'est pas signé de Lucas. Il provient d'un certain John qui affirme que le shérif local vient d'arrêter Lucas pour sorcellerie et communication avec les esprits. Lucas, mettez-moi bien en évidence où je pourrais les voir. Je te coffre pour communiquage avec les fantômes. On n'aime pas trop les sorciers dans ton genre par chez nous. Les jours passent et effectivement, 0 mail en provenance du passé signé de notre bon Lucas. Preuve pour Ken, encore une fois, que ce qui a été annoncé est vrai. Il faudra donc patienter quelques temps pour que Lucas ne refasse surface. Entre-temps, Ken en profite pour lui demander si ce ne serait pas lui qui s'amuse au Jenga avec les tebois de bouffe pour chat. Lucas nie catégoriquement. En revanche, Ken est surpris d'apprendre qu'à son époque, Lucas est lui aussi témoin des mêmes phénomènes de poltergeist. Conclusion de Ken ? Si ce n'est ni lui, ni moi, ce sont sûrement les entités de 2109. Lucas a alors une idée, et ne me demandez pas pourquoi.
Il demande à Ken de placer un stylo et une feuille de papier dans une enveloppe juste à côté de son ordinateur. Bon, rassurez-vous, même en suivant les instructions à la lettre, Ken ne comprend absolument pas où Lucas veut en venir. Le lendemain, et vous l'avez sûrement vu venir parce que comme moi vous êtes des génies ou juste parce que c'est trop téléphoné, Ken ouvre l'enveloppe et découvre sur la feuille une lettre manuscrite. L'écriture est superbe. Moi, ça me fait penser à l'écriture elfique du Seigneur des Anneaux. Vous savez, sur l'anneau, il est écrit Ashnar Durbatuluk, Ashnar Gimpatul, Ashnar Trabatuluk, Asnagri. Tu fais quoi là? Puis c'est pas de l'elfique, c'est du black speech et l'écriture c'est du Tengwar, une calligraphie inventée par Tolkien. Ouais, mais l'écriture est jolie. Ouais, mais c'est pas un épisode sur Tolkien. Ouais, mais c'est que j'apprends le black speech de Sauron sur Duolingo et j'ai pas trop l'occasion de prononcer ces mots qu'on ne doit jamais prononcer, alors j'en profite. Ouais, profites-en pour reprendre le texte, merci. On peut plus dire ce qu'on veut dans notre émission, mais la calligraphie est classe et quant au style, c'est toujours du vieil anglais, le tout signé par Thomas Hawarden. Mais Michel, Thomas, c'est un nouveau personnage ou quoi? Bah non, c'est Lucas, mais en fait... En fait quoi? Bah laisse-moi terminer, en fait... Thomas, c'est le vrai nom de Lucas et il voulait pas se faire griller par les autorités de son époque pour sorcellerie. Mais c'était qui toi au fait? Bah Michel. Bah enchanté Michel. Les gars, vous faites quoi là? T'es qui toi? Bah Michel. Ah, faut vraiment que Franck y revienne. Non, on s'en fout qu'il revienne. Moi, je parlais bien de toi aussi. C'est Michel 2, je peux bien tout ça, la population. Ok, merci les gars. On reprend. Merci. Donc Lucas et Thomas, ce n'est qu'une personne. Comme nous. Quelques jours plus tard, pas de fichier sur l'ordinateur, mais un message apparaît sur le sol de la salle de bain, à la craie. Une dernière chance. Mesurez la fréquence par +2. Quoi d'autre que le son et la lumière? Un peu plus tard, Ken, Deb, Peter, nous avons des raisons de croire que vous connaissez le vrai nom de Lucas Weinman. Si cela est vrai, vous devez le dire pour que nous puissions rectifier le problème immédiatement avant que ce ne soit accepté. Ouais, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop les chercher, les 2109. En tout cas, Ken n'a pas spécialement envie de multiplier les discussions avec eux. Petit pétochard qu'il est. Après avoir davantage à casser avec Thomas, l'homme du XVIe siècle, Ken apprend que les 2109 bidouillent certains messages que Lucas alias Thomas lui avait envoyés. Un peu méfiant, voire légèrement complotiste sur les bords, Ken capte qu'on lui cache des infos. Enfin, que les 2109 lui cachent des informations. Ken continue, malgré tout, d'essayer de convaincre nos chers enquêteurs de la Society for Psychical Research, mais ces derniers finissent par publier dans un journal affirmant que toute cette histoire n'est qu'un canular. Selon eux, Ken et Peter, les deux enseignants, seraient fortement soupçonnés d'être derrière cette supercherie. Ils envisagent également l'hypothèse qu'une tierce personne puisse être impliquée. Ken est déçu et taxe l'organisme de bande de zététiciens de mes deux. Il contacte tout de même la SPR, histoire de récupérer le dossier de l'affaire et de découvrir ce qui y est mentionné. Mais là, surprise, aucune trace du dossier. Aucune trace non plus de John ou même de David, les deux enquêteurs. Selon la SPR, cette enquête n'aurait tout simplement jamais existé. Aucun enquêteur ne se serait rendu à Doodlestone. Ken, pris de vertige après cette nouvelle pour le moins déstabilisante, titube jusqu'à son ordinateur. Et là, il découvre un nouveau message des 2109 avec un nom. Pour contacter cette personne, les 2109 lâchent un 06. Bon, c'est pas un 06, on est dans les années 80, mais vous avez l'idée. Le message dit: Nous vous demandons de faire ce qui suit. Il y a un brillant chercheur, un ufologue. Vous aimez ça, les ufologues chez Mauvais Travail, hein? Bon, ce n'est pas dans le texte, alors je reprends. Ufologue, nous savons que vous n'aimez pas ce mot. Son nom est Gary M. Brown. Ses idées diffèrent quelque peu des vôtres, mais il peut néanmoins vous aider à résoudre certains de vos problèmes. Vous pouvez l'appeler au numéro ci-dessous. 36 65 65 65. Non, je déconne, ça c'est le numéro du Père Noël. Cette vanne est so années 90. Lol. Bref, invitez-le à vous parler. Lorsqu'il viendra, montrez-lui ceci et demandez-lui son avis. Peter doit téléphoner. Dites-leur que vous avez reçu un numéro de téléphone d'un passionné d'OVNI. Les 2109. Eh ben, les personnes de 2109 sont de véritables pipelettes. C'est vrai, on aime ça. Parlez. Gary Rowe, l'homme susnommé par les 2109, est un ufologue sceptique et surtout un regard extérieur à cette histoire. Il débarque, bien équipé, avec l'objectif de comprendre ce qui se passe réellement dans la maison de Ken et Debbie. Il décide alors d'entamer une conve avec les 2109, mais pas via le BBC Micro. À la place, il glisse une lettre dans une enveloppe, soigneusement scellée, et la dépose près de l'ordi.
Ouais, ça paraît un peu technique, mais moi maintenant j'envoie tous mes courriels comme ça et ça marche. En tout cas, ça fonctionne puisque les 2109 répondent à base de messages imprimés directement dans des enveloppes, elles aussi parfaitement scellées. La correspondance dure plusieurs jours sans que Ken ne mette le nez dedans. Ce dernier, quelque peu surpris, plus tard lira un message de Gary destiné au 2109. Salutations. On m'a demandé de présenter mes excuses, mais je l'aurais fait de toute façon. Il y aura une lettre, j'espère ce week-end. On m'a aussi demandé de présenter mes excuses à Ken et Debbie. Je dois essayer de répondre à ta dernière lettre. Il semblerait que tu sois plus important que ce que je ne le pensais. Gary. Important. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que sait-il que nous ne savons pas? Enfin, nous ça va, mais Ken, lui, ça ne lui plaît pas. Gary lui cache des trucs, des détails qu'il a lus dans les lettres des 2109, mais que Ken, lui, n'a pas vus. Ce soir-là, Ken est tellement relou et frustré que Gary finit par se dire qu'il vaut mieux quitter la maison. Ils n'auront plus jamais de nouvelles de l'ufologue. Ken poursuit tout de même sa correspondance avec Thomas, anciennement Lucas. Thomas raconte qu'une nuit, il a vu des lumières brillantes jaillir de sa cheminée. De cette lumière est sorti un homme qui lui a dit de ne pas avoir peur. Une fois l'homme parti, Lucas découvre dans sa cuisine ce qu'il décrit comme une boîte lumineuse. Lorsqu'il lui parle, il se rend compte que ces mots apparaissent sur un écran en lettres vertes lumineuses. Bon, j'imagine qu'il appelle pas ça un écran, évidemment. Et c'est donc grâce à cette machine infernale que Thomas envoie ses messages, ce qui pourrait expliquer comment un mec du XVIe siècle, sans aucune compétence en informatique, parvient malgré tout à communiquer via un ordinateur. Le 21 mars 1985, Lucas envoie ce qui sera son ultime message. Tire sur mon doigt. Ken. Oh non, mais non, tu peux pas faire ça, non, mais sérieux. Ah, ça va, pardon, vous savez bien que je ne résiste jamais à ce grand classique de l'humour. Je reprends donc. Le 21 mars 1985, Lucas envoie cette fois son véritable ultime message. De vrais amis et ma servante ont dit que Thomas doit partir. Je sais que c'est mieux ainsi. Car les habitants de Doodlestone se méfient beaucoup de moi. C'est bon de savoir que tout va changer et qu'il y a des hommes intègres à suivre comme Ken et Peter. Bien que 400 ans ce soit long et que l'humanité ait encore des choses à vivre, peut-être viendrez-vous à Oxford maintenant. Je pense qu'il n'y a aucun danger pour moi là-bas car j'ai entendu dire que le roi est très malade et tout est très calme du côté de l'église. Je prendrai le bateau du Cheshire à Bristol, j'essaierai de faire une halte à Brasenose, j'écrirai mon livre sur mes frères et ma servante, la fin de Lucas et notre amour les uns pour les autres. Un jour, vous vous assirez tous à ma table pour du vin et de l'hydromel au bord de la rivière à Oxford où nous lirons les livres des uns et des autres. Rirons. Et parlerons de vérité et d'hommes de bien, observant Oxford se transformer ensemble pour toujours. De votre vivant, mon livre est ancien mais je ne rejoindrai pas mon Dieu avant qu'il ne soit écrit. Alors, nous serons tous véritablement unis. Je vous aime tous, je vous attendrai à Oxford. Thomas Arden. Les 2109 y vont également de leur dernier petit message. Une autre personne va venir. Elle sera l'aide dont nous avons besoin. Vous saurez quand elle viendra. Je sais pas pourquoi, son hygiène... Thomas a finalement écrit son livre et il est mort peu après. Pourquoi il s'est coupé l'artère fémorale avec une des feuilles du livre ou... Peu de temps après, il l'a mis en lieu sûr. Cela ne devrait pas prendre trop d'années pour le retrouver. C'est ça, ouais, bien sûr. Il l'a écrit en latin avec l'aide d'un ami. À Oxford, l'inscription dit « J'écris ceci dans l'espoir que mes amis trouveront un jour ce livre. Puisse alors nos terres ne plus être si lointaines. Nous en avons maintenant fini. Vous avez beaucoup de travail. Inutile de répondre car nous serons partis. Merci de votre coopération. Les 2109. » Et voilà. Ainsi s'achève le dernier message des 2109. Le bouquin de Thomas, lui, ne sera jamais retrouvé. Et personne, non, personne sur son doigt n'aura jamais tiré. Et voilà, clap de fin. Alors cette histoire a été racontée par Ken Webster dans son livre The Vertical Plane. En PDF, ça fait 847 pages, alors allez-y si vous êtes motivé. Si Ken a depuis arrêté de communiquer sur cette affaire, son ami, le professeur Peter Trinder, maintient que tout est vrai. Bien évidemment, comme souvent avec ce genre d'histoire, les avis divergent. Certains pensent qu'il s'agit d'un incroyable sujet paranormal, d'autres, comme la SPR à l'époque, estiment plutôt qu'on est face à un canular.
Ce que je viens de vous raconter correspond peu ou prout parce que j'ai dû adapter ça à l'émission, mais en gros, l'histoire est racontée telle que Ken Webster la présente dans son livre avec ses messages, ses rencontres et ses événements étranges. Sur ce, je vous invite à faire votre propre avis. Je vous ai raconté l'histoire, on va dire de façon assez voire très succincte, et pour ce faire, je me suis notamment inspiré de la vidéo du youtubeur AJ Gentili pour sa chaîne The Wi-Files qui propose également une analyse critique du récit de Ken Webster. Mais s'il y en a un qui, selon moi, a apporté un plus gros niveau de détail, c'est l'ami Sylar. Ici, je ne débunkerai pas le livre The Vertical Plane et vous enverrai directement vers sa chaîne car son travail est vraiment complet et précis. Il revient notamment sur les incohérences historiques, les éléments contestés et apporte des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le lien est en description de l'épisode. Pour ma part, je voulais surtout vous raconter cette histoire incroyable. Libre à chacun de se faire son opinion. Et si vous voulez aller plus loin, la vidéo de Sylar est probablement l'une des analyses les plus complètes disponibles en français. Mauvais Travail est une émission des Mauvais Studios, n'hésitez pas à nous partager, à nous liker et rendez-vous pour le prochain épisode. Au revoir les petits mauvais. Les petits mauvais, allez vite allumer votre ordinateur. Nous avons un message à vous transmettre. Les 2109. Studio.